Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette midi-conférence organisée par l'Institut universitaire sur les dépendances. Aujourd'hui, nous avons un webinaire qui porte sur le thème du rétablissement, plus spécifiquement les regards croisés sur les conceptions du rétablissement en dépendance et en santé mentale. Nous avons le plaisir d'accueillir trois panélistes. Nous avons Myriam Beaulieu, qui est chercheure régulière à l'EUD, professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Bonjour Myriam. Nous avons Charles-Albert Morin, qui est patient partenaire au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Et nous avons également Barbara Rivard, qui est intervenante avec un savoir expérientiel à Métadame. Bonjour vous trois. Donc, quelques règles d'usage. Simplement inscrire vos questions dans l'onglet questions et réponses. Ça va être plus simple pour nous de répondre aux questions de cette façon-ci. Et si vous souhaitez prendre la parole, ça va être possible. Simplement lever la main et ma collègue Geneviève va vous interpeller pour confirmer votre intérêt à prendre la parole à la fin de la présentation. Donc, toutes les questions seront prises à la fin. Sur ça, je vous souhaite une belle présentation. Et la parole est à vous. Merci. Bonjour, merci Jean-Philippe pour la présentation. Donc, je partage mon écran. Je vais le mettre en mode. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est beau? Ça va? Super. Donc, merci. Bien content là, d'être avec vous pour réfléchir à cette idée là, de ce concept-là de rétablissement. Très rapidement, là, je présente les objectifs de la présentation. Donc, on va faire un premier tour là, très rapide des différentes définitions du rétablissement, juste simplement pour mettre la table là, pour assurer nos échanges ensuite. Ensuite, on va faire une forme là, beaucoup d'échanges, de discussions. On va parler des similitudes puis des distinctions qu'on observait entre la santé mentale puis la dépendance au niveau du concept de rétablissement. Et on va terminer là, en discutant de l'impact des différentes façons de concevoir le rétablissement sur l'offre de services et les personnes. Avant d'aller plus loin avec notre présentation d'aujourd'hui, on trouvait ça important de faire une mise en contexte là, on voulait là d'abord dire en toute transparence que ce qu'on va vous présenter, c'est pas le fruit là d'une démarche aboutie ou d'un processus là de recherche scientifique. C'est plutôt là issu de réflexions, d'échanges, que ça fait plusieurs rencontres qu'on a. Euh, c'est des observations, des lectures. On trouvait ça aussi important de vous rappeler qu'on a fait un choix donc délibéré d'adopter une posture critique du concept de rétablissement. Et donc, ça veut dire qu'on ne critique pas les personnes qui peuvent s'apparenter à différentes institutions, hein. Vous allez voir qu'on va parler parfois d'institutions importantes en psychiatrie ou du côté de la dépendance comme les AANA. On ne cherche pas à critiquer en fait les personnes qui s'apparentent à ces approches-là, mais plutôt là, de prendre du recul sur la façon dont le concept de rétablissement il est adopté, puis comment ça peut avoir une influence sur les gens. Puis c'est un peu ce qu'on vous propose de faire aussi. Donc, vous-même d'adopter là, une approche d'ouverture, hein. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on aborde les choses. Donc, c'est pas un débat pour ou contre le rétablissement. Là, au contraire, on est plus dans cette idée que ben, il y a différentes façons là, de vivre cette démarche-là. C'est de ça qu'on veut vous parler. Donc, quelques éléments là, pour mettre la table dans un premier temps. Donc, on note que le concept de rétablissement, à la base, là, il nous provient de deux grandes racines historiques. Donc, il nous vient d'un premier mouvement donc lié aux usagers en psychiatrie. Donc, des personnes qui se sont réappropriées là, cette idée, ce concept-là, donc en nous disant que le rétablissement, c'est avant tout un processus qui est personnel, donc qui nécessite une transformation. Donc, il y a quelque chose de l'ordre donc du processus, de l'aspect d'une façon différente de vivre les choses pour faire en sorte qu'on ait une vie qui est satisfaisante, même si on est parfois limité. Puis donc, ça dépasse donc cette idée-là des symptômes, de la guérison, puis ça vient remettre justement en question toute la notion là, du concept de rétablissement clinique qui était associé davantage à l'idée d'une absence de symptômes. Puis on a un deuxième mouvement là, qui a eu aussi une influence très, très importante dans la façon de définir le rétablissement aujourd'hui en dépendance, hein. C'est le mouvement qui nous vient des groupes d'entraide, donc alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes.
et qui nous disent en fait que le rétablissement, c'est un élément là, qui est vraiment central dans leur approche, qui est beaucoup basé en fait essentiellement sur la sobriété, l'abstinence, hein, et cette abstinence-là se vit au jour le jour, au quotidien, une journée à la fois. C'est vraiment quelque chose qu'on entend énormément dans ce type d'approche-là. Et donc, pour y arriver, ben, on s'en remet donc à une puissance supérieure, on s'appuie sur le soutien mutuel entre les pairs et on va suivre là, toute une série d'étapes. Donc, on va maintenant voir comment euh, ces deux racines-là ont continué d'influencer là, la façon dont on va venir définir le rétablissement en dépendance. Donc, on a une première groupe de définition qui nous propose une façon de concevoir le rétablissement en dépendance qui est très normative, on va dire, donc qui va insister donc beaucoup sur la notion d'abstinence ou l'usage de substances hein, comme étant très centrale dans le cadre du processus et où on va parler d'adopter soit un style de vie qui est centré sur la santé, centré sur le civisme. Donc là, on retrouve ici des idées qui viennent en fait instaurer une façon déjà prédéfinie de vivre. Donc, et souvent, on va considérer là, beaucoup cette idée-là de d'abstinence comme étant un peu une fin en soi, en fait, dans ce type de façon de considérer le rétablissement. On a ensuite une deuxième, mettons, famille de définition du rétablissement en dépendance qui, là, ici, on va être davantage centré, plus sur, calqué davantage là, sur la conception du rétablissement du côté de la psychiatrie, donc la santé mentale, donc davantage centré sur une notion de bien-être où le rétablissement, c'est davantage un processus soit de transformation, de changement. Donc, on est vraiment dans cette idée de quelque chose de dynamique qui est très axé sur le bien-être, sur les personnes et donc qui va être aussi défini en fonction de chaque individu sans jamais la contraindre à s'abstenir ou à réduire sa consommation. Donc ici, on sent qu'on a davantage une ouverture pour s'adapter à ce que la personne souhaite, vers où la personne souhaite aller. Donc, c'était vraiment le petit tour de table. Là. Je sais que ça a été très rapide, mais on voulait donc garder là, davantage de temps pour nos échanges. Donc, on serait, je passe donc la parole à Charles Albert pour la suite. Oui, merci Myriam. Donc, c'est ça, on sentait que la mise en contexte théorique était absolument nécessaire, mais c'est ça. Donc, Barbara et moi, on veut, c'est ça, rendre ça plus, ben, pas que Myriam n'était pas dynamique, là, mais on va entrer dans une partie de la présentation qui est plus près de la discussion ou ayant plus d'échanges. Donc, c'est ça. Nous, ce qu'on a fait comme démarche, c'est de voir comment ces deux conceptions du rétablissement peuvent se rejoindre et peuvent être différentes. Euh, donc, comme on a vu là avec Myriam, c'est un processus multidimensionnel et global. Donc, on voit pas seulement, dans les deux cas, on voit pas seulement quelqu'un comment dire, là, qui a une problématique là, unique, puis qui est, voyons, je cherche mes mots. On considère la personne de façon holistique, et donc c'est pas uniquement un consommateur ou quelqu'un qui a un trouble mental. C'est un processus dynamique et non linéaire. Non linéaire, on l'entend, c'est ça également en santé mentale, tout comme en dépendance. C'est personnel, donc ce sont des critères qui sont vraiment propres à chaque individu. Il y a une espèce de transformation ou des expériences significatives. C'est sûr que ça marque au fer chaud les expériences comme moi, là, dans mon cas de troubles mentaux graves, où il y a eu une hospitalisation, il y a eu un épisode, je vous expliquerai pourquoi j'appelle pas ça une rechute, mais qu'on pourrait apparenter à de la rechute. Et également, c'est ça, l'espoir, ça, c'est vraiment transversal. Là, on va l'aborder davantage avec, ben, dans quelques minutes. Euh, Puis, ben, c'est satisfaisant, mais exigeant. Dans le fond, je vais y aller tout de suite
dans les choses que je veux approfondir davantage. Puis, Barbara, tu iras avec les distinctions ou tu interviendras à ton gré. Moi, ce que je tire le plus comme réflexion du rétablissement en santé mentale, c'est, bon, dans le fond, il y a une contradiction un peu, à mon avis, entre le fait qu'on dit que c'est un parcours qui est très personnel, donc qui n'est pas calqué, qui n'est pas identique d'une personne à l'autre. Par contre, j'ai l'impression des fois qu'il y a une composante un peu normative, puis je vous explique. Moi, j'ai été très chanceux dans ma vie d'avoir des facteurs de protection là, pour regagner une bonne santé mentale. Puis notamment une famille qui était très aimante. Puis, dans le fond, on insiste beaucoup, beaucoup dans le concept du rétablissement santé mentale sur le fait que on vit avec sa maladie. Une fois que la maladie nous a atteints, si on veut, on doit composer avec, puis euh, il peut y avoir un risque là, à tout moment de rechute. Alors que moi, dans mon cas, c'est un peu plus linéaire. J'ai obtenu des très, très bons soins en psychiatrie et depuis quelques années, des fois, j'ose même pas dire le mot guérison parce que c'est comme si c'était un nid là, du milieu du rétablissement, mais je peux dire que mon fonctionnement est vraiment, je veux dire, j'ai une vie très, très stable, puis je suis très satisfait de ça. L'autre point sur lequel des fois je suis en porte-à-faux avec le milieu du rétablissement, c'est le fait que moi, beaucoup, beaucoup de mon rétablissement est passé par la médication. Donc, dans le fond, sans rentrer dans les détails, j'ai, comment dire, on a changé ma médication parce que on se trompait sur mon diagnostic à l'époque. Puis, au moment où on est revenu avec ma bonne médication, c'est là que j'ai commencé à avoir une très, très bonne santé mentale. Donc, c'est deux exemples vraiment courts, mais pour dire que moi, c'était très subjectif là, comme point de vue, puis peut-être que je ne devrais pas me sentir comme ça, mais je gravite dans beaucoup de forums puis d'équipes qui ont à cœur le rétablissement. Puis des fois, j'ai le sentiment d'être un intrus un peu. Puis c'est ça, dans le fond, la contradiction, c'est que justement, le rétablissement, c'est censé être propre à chacun. Euh, du côté de la stigmatisation, ouais, ben, Barbara va élaborer un peu plus sur la stigmatisation, puis bon, c'est dans la colonne distinction, mais juste vous mettre en contexte, c'est sûr qu'il y a énormément de défis en matière de stigmatisation du côté de la consommation, beaucoup plus qu'en santé mentale, quoique c'est sûr qu'il reste beaucoup de stigmatisation en santé mentale. Puis l'espoir, ça peut sembler un peu comment dire, un peu une petite phrase cute qui veut rien dire, mais à quelque part, c'est un moteur extraordinaire, l'espoir. Puis ça, je suis conscient que c'est pas linéaire, l'espoir. À un moment donné, le désespoir, il est là, il est puissant, il peut nous bloquer le chemin. Puis, évidemment, c'est grâce aux intervenants comme vous, aux équipes traitantes qu'on peut en regagner. Mais c'est ça, c'est un défi de garder espoir, puis en même temps, garder espoir, ça peut nous faire avancer. Donc oui, moi j'ai été père aidant il y a quelques années, puis des fois ben pas on me disait, mais j'avais quasiment l'impression d'être un professeur d'espoir, là, dans le sens où le métier de père aidant, c'est vraiment d'incarner le rétablissement puis le fait qu'on peut se sortir de nos problèmes de santé mentale. Et donc, c'est une profession de l'espoir, là, si on veut. Barbara, je vais te donner la parole, puis ben c'est ça. Je donne la parole à Barbara. Et est-ce que, Myriam, tu pourrais juste, je vais revenir à similitude et distinction, mais ça va être implicite à la diaporama suivante, s'il te plaît. Oui. Donc, ce que Myriam et Charles Albert viennent de mettre la table concernant la façon de concevoir le rétablissement, c'est sûr que cette façon-là va avoir des impacts
direct sur les services que les gens vont offrir. Et je dirais que, en fait, la façon de concevoir leur établissement, c'est intrinsèquement lié à la façon qu'on a de concevoir le trouble de l'usage ou la dépendance. Et moi, je vais partir un peu par rapport à mon parcours de vie pour élaborer un peu parce que je dirais que, bon, d'abord, j'ai un long historique, une longue histoire avec la dépendance de plus de 25-28 ans de consommation d'héroïne tous les jours. Et à travers ces années-là, j'ai vécu, je dirais, deux conceptions diamétralement opposées de façon de voir la dépendance et d'obtenir des services et de côtoyer des gens avec différentes approches. Et c'est vraiment deux univers. Je ne sais pas si je vais réussir en peu de temps et peu de mots à vous faire comprendre à quel point ce sont pour moi littéralement deux pays, deux cultures, deux langues différentes, littéralement. La première, euh, moi, d'abord, très tôt, quand j'ai consommé, j'ai voulu arrêter. Ça faisait 2, 3 ans que je consommais, puis j'ai voulu être abstinente. J'ai voulu être abstinente toute ma vie, je tiens à le dire d'emblée. Mais dès que j'ai commencé à consommer, euh, le regard des autres sur moi a changé, que ce soit le regard de la famille. En fait, la conception qui était environnante, j'ai quand même 58 ans, ça fait un certain nombre d'années. Ça tend à changer, mais c'est encore un peu comme ça. C'était vraiment de voir la personne qui fait usage de substances, c'est une mauvaise personne, pour le dire simplement. C'est une mauvaise personne, c'est une personne criminelle. C'est un geste, d'ailleurs, c'est criminel. Hein. Je me faisais arrêter. D'ailleurs, j'ai vécu dans la crainte, je me suis cachée longtemps, puisque j'ai vécu dans la crainte qu'on m'enlève mes enfants, parce que la société, si elle sait qu'il y a une maman et consommation, c'est la DPJ, on enlève les enfants. Donc, cette conception-là très négative de l'usage de substances, elle est très, très, très forte. Elle était ancrée chez mes proches, mais elle était aussi dans la culture populaire, dans les films, la représentation que je voyais, dans ce que les médias disaient, dans les services que je pouvais obtenir. J'étais une mauvaise personne, une criminelle, une personne faible moralement. Hein. J'étais responsable de cette problématique-là. C'était uniquement ma responsabilité. J'ai souvent entendu que ma volonté n'était pas assez forte. Tu veux pas assez fort, Barbara, parce que si tu voulais vraiment, là, tu arrêterais. Ça s'est décliné de différentes façons. Mon conjoint a eu des phrases assassines comme ben, on sait bien, tu aimes mieux l'héroïne que tes enfants, ce qui est absolument faux. Mais bref, j'ai vécu dans un climat, une représentation très négative et j'ai essayé de m'en sortir toute seule, j'y arrivais pas. Alors, à un moment donné, je me suis tournée vers ce que le Québec avait à m'offrir à l'époque, qu'on appelle des maisons de thérapie qui sont axés sur l'abstinence. J'en ai fait 7, 8. Bon, pour ceux qui ça m'étonnerait que personne ne sait c'est quoi une maison de thérapie, mais c'est un lieu, c'est une maison souvent à l'extérieur de Montréal. Et pour faire bref, imaginez le pire de l'armée, le pire de la politique et le pire de la religion, brassez ça, et ça donne la philosophie qui réside dans ces lieux. Et essentiellement, cette philosophie-là, c'est que on nous disait, ça se déclinait avec quelques différences d'une maison à l'autre, mais ça revenait toujours à dire que ce sont nos faiblesses, nos défauts qui nous ont conduits dans cette problématique-là. Donc, on va travailler sur les défauts et les faiblesses. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va les mettre en lumière publiquement. Ça veut dire vivre au quotidien beaucoup d'humiliation, beaucoup de confrontation. On crie souvent après nous dans des maisons de thérapie. Beaucoup de confrontation, beaucoup d'injustices, nous faire vivre des injustices. Il y avait toujours un rationnel qui enrobait ça. On nous disait, oui, mais quand tu vas être à l'extérieur, dans la société, il y en a des injustices, donc il faut que tu te pratiques ici. Donc vraiment beaucoup de souffrance. Et moi, j'arrivais là démolie, j'arrivais là comme, je me considérais comme un monstre, je me considérais comme la pire enfant pour mes parents, la pire mère pour mes enfants, la pire conjointe, la pire citoyenne. Je me considérais déjà comme un monstre et je ressortais de là complètement démolie parce que c'est ce qu'on... En fait, je dirais que la fréquentation de ces maisons de thérapie-là, c'est ce qui a scellé, ce qui a consolidé, ce qui a coulé dans le béton en moi, cette perception que l'usage de substances
on en est responsable et qu'on est des êtres mauvais, méchants, manipulateurs, menteurs, tous les défauts du monde. Et je suis sortie de ces maisons de thérapie-là avec vraiment ça ancré encore plus profondément en moi. Et là, ça a été comme un peu la fin de mon identité, la fin de mon existence. J'ai quitté conjoint, enfant, le travail, je l'avais déjà perdu. J'étais professeure de philosophie au cégep. Puis là, je me suis isolée parce que, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est un monstre? Je ne pouvais pas faire vivre ça à mes enfants. Mieux valait de me retirer. Mais pas d'amis, pas de hobby, rien du tout. J'ai vécu comme ça pendant 15 16 ans à ne faire que consommer, courir après l'argent de toutes sortes de façons qui ne correspondaient pas à mes valeurs, mais je m'en foutais parce que j'étais un déchet à mes propres yeux. Donc, c'est pas grave, le travail du sexe. Je respecte ceux qui le font en, en adéquation avec leur être, mais ce n'était pas mon cas. Donc, mais c'est juste pour vous dire à quel point je me foutais littéralement de moi. J'ai fait de nombreuses tentatives de suicide. Donc, je courais après l'argent, je consommais et je me rejouais le film d'horreur de ma vie, de mes séries d'échecs, de monstruosité qu'a été mon existence. Et j'étais extrêmement dépressive, extrêmement coupable. Et tout me rappelait à ça. Si j'avais le malheur de marcher dans la rue, puis que c'était la sortie de l'école, puis que je voyais des parents aller chercher leurs enfants, ben ça me déchirait, ça me ramenait toute la mauvaise mère que j'avais été, tout me ramenait à mes échecs. Et en fait, je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais continué à baigner dans cette culture de l'abstinence à tout prix et ou surtout de la perception que c'est pas tant l'abstinence, parce que c'est ce que je voulais, moi, l'abstinence, mais cette perception que c'est vraiment un geste immoral que de faire usage de substances. Alors, je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas mis le pied un peu par hasard sur une autre planète, comme je disais tout à l'heure, Myriam appelle ça la conception du mieux-être. Moi, je dirais que c'est en fait la communauté de la réduction des méfaits de Montréal, je vais l'appeler comme ça, euh, qui m'a littéralement sauvée. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette communauté? En fait, la réduction des méfaits, bon, vous le savez, c'est de dire, d'abord, c'est de ne pas exiger l'abstinence, qui est déjà un gros point parce que c'est pas pour tout le monde. Puis je respecte, j'ai des collègues aujourd'hui qui consomment tous les jours et qui travaillent et qui ont un équilibre dans leur vie et que ça ne pose aucun problème et qui sont même heureux. La réduction des effets, oui, non, on n'exige pas l'abstinence, mais surtout, on dit on va réduire les effets négatifs de l'usage de substances dans la vie des gens, mais derrière ça, il y a surtout, moi je trouve, derrière la réduction des méfaits, il y a le fait qu'on considère la personne comme digne d'intérêt dans l'état où elle est, qu'elle soit en consommation ou pas. Dans cet état-là, on la considère comme digne d'être accompagnée, d'être écoutée, d'être soignée, d'être aidée. On la considère comme ayant droit, les mêmes droits que les autres êtres humains sur Terre, le droit au logement, le droit au travail, le droit au loisir, le droit à tout, à la maternité, à l'amitié. Je suis rentrée, moi, c'est large, là, je sais que c'est un concept abstrait, là, la réduction des méfaits, ça se décline en toutes sortes de façons, en trucs de prévention, en organisme. Moi, je suis rentrée par le travail. En fait, on m'a offert de travailler, de donner des formations pour réduire les surdoses d'opioïdes. Et j'ai refusé les deux premières fois parce que pour moi, travailler, c'était une impossibilité. Tant que je n'étais pas abstinente, j'avais pas, même je me disais, c'est illégal de travailler en consommation et je vais me faire crisser dehors. J'ai pas envie de rajouter un échec supplémentaire à la couche de mes échecs. Donc, je refusais. Mais la troisième fois, je pense qu'on a compris mes inquiétudes et mon incompréhension de la chose. Puis, on m'a bien expliqué. Mon boss m'a dit, écoute, moi, je suis ton boss, là, ma job dans la vie, là, c'est de faire en sorte que le travail soit fait. Alors, tant que le travail est fait, Barbara, ce que le reste, je m'en contrebalance. Et il rajoutait cette phrase qui, moi, m'a guéri. Elle a dû être répétée plusieurs fois pour faire l'effet de guérison. Mais il disait, tant que la job est faite comme toute autre personne, comme toute autre personne. Cette phrase-là, je l'ai entendue tout le long de... J'ai travaillé pendant 1 an avec ces gens-là, en consommant tous les jours. Et ils ont changé, ils ont réussi à changer le regard sur moi. Ils ont réussi
à faire vivre des parties de moi que je croyais qui étaient mortes. Et ça, c'est super important pour moi dans la conception d'un cheminement vers le mieux-être, c'est d'offrir des possibilités aux gens pour que leur être soit en action. Que mes compétences, on me disait, tu peux enseigner, tu as été un prof pendant 20 ans, c'est encore en toi, là, tu peux sortir ça de toi. Donc, de mettre en place des situations où la personne peut faire réactiver des choses qui sont mortes en elle, comme, comme le plaisir aussi, comme des capacités intellectuelles. À travers ce travail-là, comme je l'ai dit, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des professionnels, que ce soit des chercheurs, des professeurs, des médecins, qui m'ont invité à travailler, à améliorer des services. Et puis là, on m'écoutait. C'était nouveau pour moi, ça, parce que dans l'autre planète, là, quand je parlais, là, on m'écoutait pas. On me traitait de menteuse. Quand je ressentais des choses dans l'autre planète, si je jouais avec ma fille puis que j'avais le malheur d'avoir consommé puis de le dire à mon conjoint, mais mon conjoint disait que c'était faux. Il invalidait tout ce que je pouvais même ressentir. Danser avec ma fille parce que j'ai consommé, c'est faux dans la planète qui vise l'abstinence et qui dit qu'on est des mauvaises personnes. Mais là, j'étais tombée dans un autre univers où même il y a un collègue qui m'a demandé de garder son enfant. Je consommais, il m'a demandé de garder son enfant. Moi, je venais d'un monde où je ne pouvais même pas aller chez mes proches parce qu'ils pensaient nécessairement que j'allais voler puis que je ne sais pas trop quoi. Alors, j'en tremble encore parce que c'était vraiment comme j'ai baigné dans une culture de bienveillance où on a validé tout ce que mes capacités, comme je le disais, mais ce qui est fort, ce qui est puissant aussi, j'ai oublié de le dire, c'est le plus important. Non seulement on a réactivé les parties qui étaient mortes en moi, mais on acceptait le fait que je consomme. Donc, j'étais plus en train de cacher ça, parce que ça, je l'ai déjà fait, travailler en cachant ça. Euh, Là, c'est comme si ils acceptaient toutes les parties de moi. C'est comme s'il y avait une réunification de tout ce qui avait été cassé, nié, détruit, démoli, dévalorisé en moi. Toutes les parties de moi, c'était comme une réunification. Je vivais ça au quotidien. Puis au bout d'un an, ben, le miracle s'est produit. Au bout d'un an de cette culture-là, je me suis réveillée un matin comme des milliers de matins en me disant, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais arrêter, parce que c'est toujours ça que j'ai voulu arrêter. Puis là, ben, ça s'est fait. Ça s'est fait, puis ça s'est fait avec aisance. Ça va faire 3 ans au mois de juillet qui vient. Et puis, pour moi, c'est comme un miracle à 55 ans, alors que j'ai voulu toute ma vie et tout ça. Donc, pour moi, euh, ce que j'ai vécu avec ces gens-là, avec ces services-là, avec cette façon qu'ils ont eu de me percevoir comme un être humain normal, comme toute autre personne, comme n'importe quelle autre personne, ça a permis de me reconstruire, d'être en paix, de ne plus être en conflit, d'apaiser les conflits intérieurs et de réaliser ce que je voulais, qui était l'abstinence. Alors, on oppose souvent, on en a parlé tout à l'heure, qu'on oppose la réduction des méfaits ou le mieux-être à l'abstinence. Mais pour moi, c'est pas tout à fait vrai, puisque moi, je suis l'abstinente la plus heureuse sur Terre, mais j'y serais jamais arrivée si j'étais pas passée dans la communauté de réduction des méfaits qui m'acceptait en consommation, qui attendait pas que je sois abstinente pour que je vive. Et donc, puis tantôt, Charles Albert, il parlait de son travail. Moi aussi, je travaille comme intervenante aujourd'hui, puis bien maladroitement, j'apprends mon métier, mais c'est ça que j'essaie de redonner quand j'ai un usager qui vient me voir pour la première fois dans mon bureau. Euh, Tu sais, quand j'ai commencé, on me disait, ben, tu sais, il faut que tu lui poses un questionnaire sur c'est quoi tes habitudes de consommation, qu'est-ce que tu consommes, à quel âge tu as consommé, gna, gna, gna. Maintenant, je me fais un devoir, j'ai mis ça aux poubelles, puis je me fais un devoir de ne pas parler de consommation le plus longtemps possible. C'est sûr que si la personne elle en parle, je vais en parler, je vais accueillir ce que la personne a à me dire, mais j'essaie de faire ressortir en la personne qui elle est, dans le fond, d'être un miroir, d'un portrait de lui refléter que c'est pas qu'un consommateur et que le fait qu'il consomme ne fait pas de lui une mauvaise personne. Ceci dit, c'est assez difficile à faire parce que malgré tout ce que je viens de vous dire, je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence, des fois, je sens en moi encore des relents de cette culture hyper négative que je veux comme projeter sur mes usagers, mais je m'en rends compte assez vite. Je suis pas contente dans ce temps-là, là, mais je veux dire, c'est fort parce que c'est vraiment fort. Puis
c'est difficile de se départir de cette... c'est quelque chose des relents du christianisme, là, de l'éducation judéo-chrétienne là-dedans, mais en tout cas, c'est difficile. Mais quand on réussit à le faire, on redonne de la dignité aux gens, puis je pense que on peut les accompagner puis créer des liens qui sont bienveillants. Parce que dans le fond, je me suis soignée comment? Je me suis guérie par des liens sincères et bienveillants entre des individus égaux, finalement. Je voulais dire, il y a des voix discordantes dans le chat. Oui, Euh, c'est des sujets passionnés. oui, Puis, dans le fond, nous, on prétend pas avoir comment dire, la vérité. C'est notre vérité qu'on exprime. Puis, exact. c'est aussi surtout en ce moment, l'exercice, c'est exactement celui qu'on fait, c'est de confronter les perspectives puis de voir comment on peut, comment dire, pas nécessairement juste avancer, mais en tout cas, rendre cet échange-là dynamique. Donc, il y aura une période de questions à la fin, puis on est très, on Mais, veut vous entendre. Moi, il y a mais une chose, là, ça fait déjà un an qu'on se connaît, là, Barbara et oui, Myriam. Puis il y a une chose, parce que à chaque fois qu'on se rencontre, on parle, puis on se rend compte qu'on pourrait écrire un livre. Mais il y a une chose en particulier qui, moi, m'a frappé depuis que je connais Barbara, c'est l'écart le chemin qu'il y a à faire dans le secteur des dépendances ou de l'usage en matière de stigmatisation comparé à la santé mentale. Donc, nous, notre gang de santé mentale, depuis environ 10 ans, puis depuis la pandémie, on est passé des fous dangereux à du monde qui ont besoin d'aide, puis qui ont... Oui, donc c'est ça, la stigmatisation, c'est le deuxième point de la colonne de droite. Donc, c'est ça. Nous, on absolument. est passé des fous puis des foqués à des gens qui ont besoin d'aide, puis on a bénéficié de beaucoup d'écoute de la société, puis les mœurs changent rapidement. En consommation, c'est tout l'inverse. Moi, je suis consterné à chaque fois que j'écoute Barbara. Je me dis, ça me fâche, là, littéralement. Mm. J'utilise des jurons des fois. Mais c'est ça, donc le chemin, il y a tellement de chemin à faire en matière de stigmatisation du côté des substances parce que puis moi, là, on a un public en ce moment de gens qui sont dans le milieu, puis j'aurais une recommandation à vous faire. Il y a énormément d'éducation à faire. Puis je vous explique pourquoi. J'ai quelqu'un de proche dans mon entourage en ce moment qui vit une crise, puis qui est en centre pour ben, se guérir ou je vous laisse ou se Mhm. rétablir, je vous laisse choisir le bon mot. Mais tout mon entourage qui la connaît, cette personne-là, la juge. Et puis, moi, je suis un peu la voix discordante puis le défenseur de cette personne-là parce que je sais que un trouble d'usage, ça a des mécanismes profonds, biologiques, ou en tout cas, c'est une maladie, c'est grave, c'est difficile. Puis j'insiste auprès de mes amis puis de mon entourage pour dire que cette personne-là va pas bien puis que c'est pas, comme disait Barbara tantôt, c'est pas une méchante personne, c'est pas un trou de cul. Il y a des comportements des fois qui sont vraiment déplorables, mais il faut comprendre que ces gens-là ont besoin d'aide, puis il faut arrêter de les juger. Et ça, pour moi, euh, j'essaie toujours de leur expliquer ça à mes amis puis à mon entourage parce que c'est sûr qu'autrement, quelqu'un qui est pas fin avec sa blonde, qui est pas fin avec ses enfants, c'est sûr que c'est condamnable. Tu sais, je vais pas dire qu'il est innocent sur toute la ligne, mais en comprenant la sériosité puis la gravité de ces problèmes-là, c'est là qu'on comprend il faut aider ces personnes-là, il faut pas les juger. Donc, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Barbara, mais moi, c'est ça, pour résumer, là, moi, la stigmatisation dans les troubles d'usage, là, il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est sûr que je comprends le commentaire qui dit que ça prendrait de la nuance. C'est sûr que j'ai parlé à partir d'une expérience de 8 maisons de thérapie que moi j'ai faites à l'époque, euh, d'autres de collègues à qui je parle, mais c'est sûr qu'il y a même dans toute chose, là, il y a de bons éléments, ça demanderait beaucoup de nuances. Euh,
Par exemple, le fait d'être un peu sorti de son milieu, ça peut être bon. On peut avoir besoin d'une distance. Il y a plein de choses qui peuvent être valables, mais je pense que essentiellement, ce que Charles Albert vient de dire, c'est la chose la plus importante. Il y a eu un sondage encore il n'y a pas longtemps où on a posé des questions. C'est un sondage mondial, là, ça a été fait par je ne sais plus qui, quel organisme international, mais qui demandait qu'est-ce que vous ne voudriez pas avoir comme voisin? Puis en priorité, c'était les toxicomanes, avant les meurtriers, avant les violeurs, avant les... Fait que c'est comme, il est fort, ça. Puis je juge pas les personnes. Tu sais, si ça avait été un webinaire sur la stigmatisation, ça demande beaucoup de nuances, là. Quand je dis que mes parents me stigmatisaient, je devrais développer parce que, et, par exemple, si j'allais voir mon papa, mon père, il m'aimait, là, je le comprends. C'est l'inquiétude d'un parent, l'amour d'un parent qui fait que quand j'arrivais, ben, il voyait juste ça. Il voyait juste la toxicomane en moi parce qu'il voyait juste un problème puis il voulait que j'arrête de souffrir. Mais involontairement, en faisant ça, il me parlait plus de cinéma. Il venait plus chercher les autres aspects de moi là, dont je vous parlais que travailler avec Profane a permis de faire vivre en moi. Il y a comme un rétrécissement. Fait que le stigma, c'est pas juste, je l'ai présenté comme être une mauvaise personne, etc. C'est aussi de voir la personne, de la réduire à une problématique et d'invalider tout le reste de son existence. C'est surtout ça, moi, que j'en ai un peu. Puis dans ces maisons de thérapie-là, quelles qu'elles soient, puis j'espère que ça change aujourd'hui, j'ai des échos que ça commence à changer, puis tant mieux, mais on focus beaucoup, beaucoup sur la problématique, là. Et on va pas, tu sais, on parlait pas de nos métiers, on parlait pas de nos passions, on parlait pas de... Parce que c'était vu comme de, comment ils appelaient ça, de l'évitement. Hein, si on avait un sujet de discussion, on n'avait pas le droit de siffler, de chanter, de rire. C'était de l'évitement, puis il fallait, en tout cas. Fait que c'est un peu contre ça que j'en ai de ne réduire la personne. Puis ça, c'est valable en santé mentale aussi. Là. Je pense que là, on est dans une similitude totale. On ne réduit pas un individu à son trouble de santé mentale ou à son trouble de l'usage. Puis c'est comme je dis, ça demande la nuance. Un médecin, c'est sûr que si je veux voir un médecin, il veut m'aider médicalement pour mon trouble de l'usage. Fait que c'est sûr que ça va comme me réduire à ça involontairement. Mais c'est que cette culture-là, que ça soit stigmatisé vraiment violemment comme te traiter de mauvaise personne à une stigmatisation plus insidieuse ou plus involontaire, ça finit par créer un climat très, très lourd. Puis moi, je suis persuadée que, ben, en fait, ma vie le prouve, que c'est ça qui m'a maintenue dans la consommation, qui m'a empêché de devenir abstinente. Moi, je voudrais juste ajouter, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, là, d'expliquer Ah, justement je veux bien l'écart ça. là, en matière de stigmatisation. J'ai travaillé dans le laboratoire du grand Didier Jutras-Wade. Oui. Et puis, mais je dis ça à la blague, là, mais euh, je reviens sur l'aspect des connaissances, de comprendre c'est quoi un trouble d'usage. C'est ça. À la fin de mon entrevue, on me demande si qu'est-ce que je pense de la consommation puis des gens qui consomment. Puis j'ai toujours été assez ouvert d'esprit dans la vie, puis tu sais, j'étais pas pour dire que c'est des mauvaises personnes puis tout ça, mais j'ai été chanceux parce que j'avais vu un documentaire la semaine d'avant qui expliquait en long et en large à quel point c'était une pathologie et que là, j'ai vraiment été en mesure de dire durant cette entrevue-là comment j'étais empathique et dans le fond, cette empathie-là n'est pas nécessairement tirée du fait que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, c'est les connaissances, c'est de Connaissance. comprendre l'importance de cette problématique-là. Donc, c'est pour ça que j'envoie ce message-là à vous, là, Tout à c'est fait. d'expliquer, là. Ouais. J'ai envie de dire, puis oui, pendant l'année que j'ai vécue avec mes collègues, c'était des connaissances aussi. Ils défaisaient des préjugés, mais à coup de données probantes. Tu sais, c'était pas des opinions, là, c'était de la science. Puis j'ai envie de dire aux parents,
dont les enfants consomment. Quand votre enfant il a un problème au foie, vous allez voir un spécialiste du foie. Comment ça se fait que si votre enfant développe un trouble de l'usage, vous n'allez pas chercher les données probantes, vous n'allez pas vers la science? Ça me dépasse, puis je ne suis pas la seule à le dire. Si on peut prendre quelqu'un de médiatisé, le papa du petit Mathias, qui a Hmm. rejoint, qui fait beaucoup, beaucoup d'éducation dans les écoles maintenant, ou tous les parents endeuillés du Juste super préciser, organisme qui s'appelle Mom Stop the Harm, qui, qui disent, attendez pas que vos enfants soient... Parce que ces gens-là, j'en connais quelques-uns personnellement de Mom Stop the Harm, ils ont fait le cheminement d'aller s'éduquer une fois leur enfant décédé. Et leur message, c'est attendez pas qu'il soit décédé pour aller. Parce qu'une fois qu'ils ont compris, en fait, il y en a beaucoup de ces parents-là, c'est peut-être la pensée magique, mais qui pensent qu'ils auraient eu une meilleure relation avec leur enfant s'ils avaient eu ces connaissances-là, puis que cette meilleure relation-là aurait peut-être permis de leur sauver la vie d'une façon ou d'une autre. Euh, j'ai envie de dire, le- l'éducation, puis juste donner un exemple précis de la différence entre une maison de thérapie et la réduction des méfaits. Euh, Moi, j'étais sur l'assistance sociale souvent, longtemps dans ces années-là. Et le deuxième du mois, je recevais mon chèque le premier du mois, c'est ceux qui connaissent bien les usagers le savent, on ne se rend pas bien plus loin que le deuxième ou troisième jour du mois, il ne reste plus d'argent parce qu'on l'a tout consommé. Puis, il a fallu, à un moment donné, que je sois dans une ressource de réduction des méfaits pour qu'il y avait une travailleuse sociale qui était partie en vacances, puis elle est revenue le 17 du mois. Puis, c'est eux qui géraient mon argent, donc elle est rentrée, puis elle a vu qu'il me restait de l'argent le 17 du mois. Mais elle m'a fait une fête, cette femme. Elle m'a félicité, elle a quasiment sorti les ballons, puis les flûtes et tout pour me dire comment c'était extraordinaire. Mais ça, dans une philosophie de l'abstinence, là, tu peux pas tu peux pas féliciter la personne qui a consommé du premier au 17 puis qu'il reste encore de l'argent. Tu pourras pas souligner t'es pas dans la réalité de la personne, tu es dans une représentation abstraite. Et cette réalité-là, avec les petites victoires, c'est important de souligner les petites victoires, c'est important de refaire des forces parce qu'on se sent coupable, on est démoli, on est coupable, etc. Donc, c'est, c'est, c'est ça, c'est d'écouter les gens puis de les accompagner. J'ai perdu mon idée, désolée. On va Oui, aller c'est à ça. notre diapo Oui, oui, conclusion. oui. C'est déjà l'heure de conclure, puis de pouvoir ouvrir là, un petit peu les échanges. Je pense que Charles Albert, c'était à toi de débuter. Oui, donc c'est ça, ben on va se répéter un peu parce c'est ça, on a beaucoup parlé, mais en dépendance, c'est ça, le concept de rétablissement, il peut rejoindre certaines personnes et d'autres non. C'est un parcours de mieux-être qui doit être inclusif, ben, qui l'est, mais je serais porté à dire qu'il doit l'être davantage. Puis il n'y a pas de parcours de rétablissement ou de parcours de mieux-être unique, c'est un processus personnel. Donc, encore une fois, est-ce que ça l'est assez en ce moment en santé mentale et en dépendance? À vous de nous le dire. Euh, Est-ce que tu voulais que je fasse la diapo au complet, Myriam, ou je laisse le... Je pense que c'était Barbara Je qui peux la finir, continuait. Oui, là. c'est Oui. ça, OK. Euh, ben, les dernières choses, comme on les a dites, là, mais en conclusion, c'est sûr que, à mon sens, c'est mieux de s'intéresser à les personnes comme des personnes, ainsi comme je l'ai dit, à leurs forces, leurs ressources. Ça, le deuxième point, l'important d'impliquer la personne, d'avoir une approche collaborative, puis d'embaucher des pairs aidants en dépendance. Je pense que c'est une des voies pour améliorer les services. Puis moi, je crois beaucoup, beaucoup à l'interdisciplinaire. Je respecte des organismes. Il y a des organismes qui sont 100% par et pour, comme la QP Sud, puis ils font un travail extraordinaire. Mais moi, personnellement, je ne serais pas à l'aise. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à la multiplicité des histoires, des regards pour aider les gens, mais même pour nous en tant que travailleurs. J'apprécie beaucoup, beaucoup d'avoir différents trucs, mais surtout, je pense que c'est enrichissant pour nos usagers d'avoir différents regards parce que qui peuvent activer différentes parties des gens. Donc, d'embaucher des parents aidants, j'en profite pour souligner
de féliciter le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. C'est une première. Ils ont ouvert 2 postes de père aidant en dépendance, alors on les applaudit bien fort. Qu'ils en ont ouvert 2 ensemble, ça veut dire qu'ils ont écouté nos recommandations parce que c'est extrêmement difficile quand on arrive tout seul dans un univers où notre poste n'est même pas défini, on l'apprend en le faisant, puis tout ça, si on est tout seul, c'est l'enfer, c'est beaucoup mieux d'être 2, donc bravo. Qui accentue la réappropriation de leur pouvoir d'agir. C'est valable pour tout le monde, même pour les médecins. Je réfléchissais l'autre jour, juste une dernière petite chose, qu'on ne m'a jamais posé en 30 ans, en 28 ans de consommation, on ne m'a jamais posé la question pourquoi je consomme. Puis je réfléchissais à ça, puis c'est bizarre, c'est étrange. Puis si on me l'avait posé, ben de un, ça aurait fait, j'aurais eu un plus de place dans la relation thérapeutique, mettons, avec le médecin en face de moi, parce que si le médecin me demande pourquoi je consomme, c'est qu'il reconnaît qu'il ne sait pas, qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il va être à l'écoute, que moi, j'ai une place dans mon rétablissement, que j'ai une fonction, qu'il y a des choses que je connais que le médecin ne connaît pas. Donc, on est déjà dans une relation plus collaboratrice où l'usager s'approprie un peu plus son traitement ou son rétablissement. Donc, et outre cela, quand on pose la question pourquoi on consomme, ben, quand on y réfléchit, les réponses vont mettre en lumière des besoins qui sont tout à fait humains comme toute autre personne. J'ai une collègue qui souffrait de timidité maladive. Elle a abandonné l'école au secondaire à cause de ça. Puis à un moment donné, elle est tombée sur une substance, le cristal meth, pour ne pas la nommer, qui a fait son affaire. Et c'est comme l'automédication dans son cas. Puis elle est à l'université, elle travaille aujourd'hui, elle consomme tous les jours, ça paraît pas, mais c'est comme ça, sa médication. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, désolée. La réappropriation, le pouvoir d'agir, les expériences significatives et réfléchir en trajectoire, pas seulement en épisode de service. Ouais, ça peut être long, un rétablissement aussi, hein. Souvent, les services sont très courts, donc il faudrait les penser dans une optique de long terme aussi. Euh, voilà, je ne sais plus trop. Merci. Désolée. Je dors pas depuis 2 ans, fait que j'ai un peu de difficulté avec ma concentration. Donc, on serait prêt donc à discuter, échanger avec vous. Oui, Je vais Ah oui, absolument. les partager besoins humains. Ok, c'est correct, vas-y. mon partage d'écran. Donc, je vous invite, si ça, vous avez des questions, vous pouvez parler, on peut ouvrir le micro si vous souhaitez prendre la parole. Merci pour cet échange vibrant, hein, très passionné, comme vous avez dit. Donc, deux concepts qui sont distincts, mais que pour certains, l'abstinence, ça fonctionne. Pour d'autres, l'orientation réduction des méfaits est plus gagnant. Donc, nous avons Gabriel Chartrand. Peut-être, si Geneviève, tu veux me confirmer. Ah, Gabriel, vous pouvez ouvrir votre micro. euh, je vais ouvrir le micro. La permission est réalisée. Votre micro est fermé, par contre. En attendant, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que ça change pour vous de travailler une approche centrée sur le rétablissement concrètement? À quoi ça ressemble dans votre rôle, en fait, que vous occupez peut-être respectivement? Je pense que c'est une belle question pour Barbara. Ah, je pensais qu'il l'adressait au public. Ah oui, excusez. Oui. Ah, c'est Bruno. c'est une erreur pour ta Gabriel. OK. Ouais, ben, je veux finir ma phrase de tantôt quand je viens de c'est grâce au commentaire de Geneviève Lafrenière que j'ai retrouvé mon idée. Merci. Euh, Quand je disais de la question pourquoi on consomme, qu'on on ne la pose pas, quand on nous la pose, ça fait ressentir, je me suis égarée avec l'exemple de mon ami, ça fait ressortir des besoins, le besoin de connexion avec les gens, le besoin de se sentir en sécurité, le besoin de se sentir aimé. Ça répond à des besoins finalement quand on creuse la consommation, à des besoins qui sont totalement humains comme toute autre personne. Puis oui, Gabor Maté, c'est la première fois, c'est dans un documentaire où j'ai vu ce médecin extraordinaire du Downtown Eastside à Vancouver. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment une des personnes les plus inspirantes dans le domaine de la dépendance au monde en ce moment. Et il a une séance avec des femmes et il pose cette question. Pourquoi consommez-vous? Et ces femmes répondent
puis comme je viens de le faire, chacun à leur façon. Puis c'est là que Gabor, il le dit, il dit c'est des besoins humains. Donc, la dépendance, c'est une réponse humaine à un besoin humain. Puis il le répète, puis il le répète. Il faut qu'il le répète pour défaire la conception qu'on a. Et ça fait un bien fou. Moi, j'ai pleuré en entendant ce truc-là. Fait que voilà, oui, merci Gabor. Fait que c'est ça. Oui, oui, je veux pas faire trop de coq à l'âne, mais on Non, est vas-y. curieux. Ça peut être des questions pour nous, pour Myriam, pour Barbara ou moi, mais ça peut aussi être une intervention du type vous, là, comment ça s'est incarné le rétablissement dans vos pratiques. Il n'y a On pas de sait que vous avez des questions. questions. Nous, on a plein de choses à Oui, c'est Ah ouais, ça, on c'est approfondir. peut On ça. n'a continuer, pas eu oui. le temps d'approfondir. Ah, je vois qu'il y a une main levée, Jean-Philippe. Philippe Laprade. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Donc, bonjour, psychoéducateur en santé mentale première ligne. J'ai travaillé quand même 12 ans en prévention des dépendances. J'ai eu la chance d'avoir la maîtrise de l'Université de Sherbrooke en toxico. Mm. Et suite à vos commentaires et tout, il va venir la question. Je suis également consommateur fonctionnel, je dirais pas les substances, et ça fait à peine quelques années que je m'ouvre un peu sur le sujet, notamment dans les formations que je donne, notamment pour des choses que vous avez nommées aujourd'hui. Le mot rétablissement est quelque chose de particulier pour moi en vous entendant, et depuis plusieurs années, je me questionne. Comment Barbara et Charles Albert, on pourrait remplacer le mot rétablissement pour qu'il y ait plus de sens dans ce que vous avez mentionné aujourd'hui. Ben, moi, sémantiquement, j'ai pas d'idée pour un autre mot. Je serais porté à juste faire un travail de fond comme on le fait là en ce moment pour dire que. Parce que, tu sais, en tout cas, j'y vais avec la santé mentale. Là. En santé mentale, dans le fond, le rétablissement, c'était de dire, hey, ça va faire la guérison. Les gens peuvent vivre avec leurs symptômes, puis il faut pas faire de l'acharnement thérapeutique. Là, je résume un mouvement en une phrase, là. Ben c'est ça. Moi, c'est ça mon input aujourd'hui, c'est de dire, ben, il y a plusieurs trajectoires dans le rétablissement, puis des fois, ça peut s'approcher de la guérison. Donc, c'est ça. Je prêche pour plus de diversité de voix. Barbara, toi? À peu près la même chose. J'aime mieux le terme en anglais, je sais pas, c'est que Recovery. recovery, parce que, ben, écoute, dans mon cas, c'était comme retrouver des parties de moi qui avaient été comme amputées ou qui avaient pourri par inaction en moi, là. C'est de redécouvrir. Recovery, c'est pas ce que ça veut dire? Redécouvrir? Retrouver? Se Ouais. rétablir. Ouais. Ouais, mais ça n'a pas le sens aussi en Ouais. anglais, mais je suis pas bonne en anglais. Je pensais que ça avait le sens aussi de redécouvrir quelque chose. Recovery. Ouais. Retrouver. Rediscover. Retrouver. Ouais. Enfin. Puis, il y Euh, a- si je peux faire du pouce, hein, c'est pour ça quand on utilise aussi le concept de mieux-être, pour mhm. certaines personnes, rétablissement, c'est trop associé justement à la santé mentale, trop proche de la notion de maladie ou trop proche de la façon dont les groupes AA et NOL viennent le positionner en termes d'abstinence comme étant la voie absolue. Donc, le mieux-être permet ici d'avoir un terme un petit peu plus inclusif, euh, puis une façon qui est pas aussi parfois compris de façon aussi péjorative que le concept de rétablissement, mais pour plusieurs autres personnes qui consomment des substances, le terme rétablissement leur parle beaucoup, puis leur convient. Donc, c'est un peu aussi le message d'aujourd'hui, c'est de dire, ben, il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des gens pour qui Recover. ça fonctionne pas. Puis, c'est 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 multiple en fait, puis il faut juste adopter une posture qui est un petit peu plus justement d'ouverture, puis pas d'imposer notre propre vision en fait des choses. Je vais Jean-Philippe, je sais pas si. passer la parole à Erika. Donc, Erika, je vais ouvrir ton micro. Donc, ça devrait fonctionner. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Oui, Moi, je travaille à la clinique des troubles concomitants de l'Institut en santé mentale de Montréal. Puis, tu sais, vous avez posé la question tantôt, là, la réduction des méfaits, puis tout ça, ben, tu sais, tranquillement,
on essaie là, de faire l'éducation auprès des ressources en santé mentale parce qu'il y a de la dépendance partout. Puis, tu sais, c'est fou que ça n'aille pas encore main dans la main, mais c'est pas gagné, ce progrès-là. Euh, Moi, une chose sur laquelle j'accroche, c'est entre autres l'idée que le problème, c'est les conséquences de la consommation et non la consommation elle-même. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Tu sais, souvent, les gens vont s'attaquer à la consommation, puis tu peux avoir la même conversation avec quelqu'un en contournant la consommation, puis avoir un résultat pas mal plus intéressant que si tu dis, ben, ton problème, c'est la consommation, alors que le problème, c'est probablement qu'il ne paye pas son loyer, tu sais, puis qu'il va se retrouver dans la rue, puis ça, il ne veut pas. Mais je veux dire, on aborde la même affaire, mais différemment. Puis, tu sais, quand on parle de culpabilité, de honte, puis de comment on traite la personne, ben, c'est une approche qui est encore très paternaliste, puis à rattacher à l'historique au niveau de la psychiatrie, que de se dire, ben moi, je le sais, c'est quoi ton problème, tu sais. Ton problème, c'est ça. Fait que de changer cette mentalité-là, puis de souligner le fait que le problème, c'est vraiment les conséquences qui sont rattachées à ça et non la consommation elle-même. Parce que dans les faits, là, si on trouve un équilibre entre la consommation et la dépendance, on s'en fout que le monde consomme. Là. Puis quand tu as cette approche-là, tu as aussi beaucoup plus de résultats. Puis en psychiatrie, la médication peut s'adapter pour protéger les gens au niveau de la consommation. Fait que quand tu es capable d'aller chercher une plus grande collaboration, une plus grande transparence, c'est sûr qu'on a des résultats plus intéressants parce qu'on peut adapter, par exemple, moi je travaille avec la clientèle psychotique, on peut aller adapter la médication à la hauteur de la dépendance, puis on peut le réadapter, le réajuster à la baisse si les gens font des changements en respectant l'autodétermination de la personne, puis tout ça. Fait que, mais super intéressant comme présentation. Merci, merci de vous ouvrir là, sur votre réalité, puis tout ça. Puis c'est vraiment le fun d'avoir de la pareillance dans le réseau. C'est riche, puis il faut continuer de répandre les connaissances là, à ce sujet-là pour avoir des meilleurs résultats, puis un plus grand Ben, respect, je pense, de cette clientèle-là. moi, je suis passé de père aidant à patient partenaire, puis là, j'ai pas le temps d'expliquer c'est quoi le partenariat pour ceux qui l'ignorent, mais il faut aussi des patients partenaires, il faut les deux. Mhm. Je voudrais juste remercier beaucoup la personne qui vient de parler, Erika, parce que à chaque fois que j'entends un discours comme ça m'émeut, ça me guérit encore. Je suis encore blessée parce que ce que vous venez de dire me rentre dedans avec tellement de douceur puis de bienveillance que c'était pas le but là, de votre propos, mais moi, ça m'émeut puis ça m'apaise énormément. On m'a déjà demandé s'il n'y avait pas eu, si c'était pas criminel, si c'était pas stigmatisé, etc. Est-ce que tu aurais peut-être continué à consommer? Puis ça se peut. Là, c'est très troublant. Je ne m'étais jamais posé la question. Quelqu'un qui m'a demandé ça il y a 2 ans. Puis, en fait, je ne connais pas la réponse, mais ça m'oblige à revenir à ma première année de consommation. Puis oui, ça avait cet effet d'un peu d'automédication pour moi, de me permettre, j'étais quelqu'un de très dépressif. Là, avant la consommation, je me promenais dans tous les cabinets de psychologues, j'avais essayé tous les antidépresseurs du monde, ça ne fonctionnait pas. Puis les premières fois que j'ai consommé de l'héroïne, c'était pas spectaculaire. Tout ce que ça me permettait de faire, c'était justement d'aller au parc, de jouer avec ma fille, de faire des gâteaux. C'était pas grave. Puis c'est ce que je voulais, puis ça me faisait du bien. Fait que oui, c'est pas la substance nécessairement la problématique. Quoi. Il y a un autre débat aujourd'hui, c'est très toxique sur la rue, mais si on avait des substances contrôlées, euh, la problématique, c'est effectivement pas la substance, mais bien tout ce qui est les conséquences de la criminalisation, de la stigmatisation. On aurait peut-être une dernière question à main ouverte pour Oui. Isabelle. Ah, Je vais... Isabelle, Oui, allô, vous m'entendez? Hmm. Oui, OK, je oui, vois pas mon petit micro. Donc oui, Isabelle de Père Aidance Québec, je suis père aidante moi oui. aussi. Et je voulais déjà remercier les organisateurs là, d'avoir donné justement la parole aux personnes concernées. C'est vraiment enrichissant. Ce que moi je retiens, c'est que j'ai entendu beaucoup, c'est dans le cas de la santé mentale et de la dépendance, il y a comme cette injonction-là à tu sais, à l'abstinence ou une injonction à ne pas avoir de symptômes, alors que je pense que dans les deux côtés, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir, et là, vous l'avez nommé aussi, là, un état satisfaisant. Selon nos critères. Fait que, tu sais, quand on parle de rétablissement, moi, je dis souvent plus d'avoir une vie satisfaisante, selon les critères de la personne et non selon les critères là, établis par le monde médical ou le monde social. Puis aussi, ce que je voulais mentionner, c'était que
encore aujourd'hui, on sait que les services en santé mentale et dépendance sont encore en silo, ne travaillent pas nécessairement ensemble. Ça aussi, c'est un problème parce qu'il y a une grande concomitance hein, on le voit d'un côté ou de l'autre. Ça, je trouve que encore, je trouve ça difficile de voir ça parce que nous, évidemment, on a des pères aidants qui travaillent en santé mentale, on en a qui travaillent en dépendance, mais tu sais, il y a comme, ça se parle pas beaucoup, ces deux mondes-là. Donc, je voulais aussi souligner ça, puis j'espère que dans le futur, on va pouvoir travailler davantage ensemble là, dans les deux secteurs. Donc, c'était ça mes commentaires. Merci beaucoup à Charles, Albert, Barbara et Myriam. Bon, ben, merci beaucoup pour vos beaux témoignages, Barbara, Charles, Albert et Myriam. C'est un sujet qui est passionnant, qui pourrait durer des journées, je crois. Donc, on a fait quand même un bon tour aujourd'hui grâce à vos témoignages. Merci pour, je pense que ça a été mentionné, votre authenticité, votre transparence. Et je souhaite à tout le monde qui ont participé au webinaire d'aujourd'hui d'avoir une excellente journée. Merci d'avoir participé aux midi-conférences de l'Institut universitaire sur les dépendances. Donc, une bonne journée à tous et à toutes.